Donc, bienvenue à tout le monde pour ce premier atelier live au grand public. D'habitude, je fais beaucoup pour les entreprises, surtout pour les entreprises en interne. Mais je me dis que voilà, ça peut être intéressant aussi pour faire le grand public parce que ça permet aussi de démocratiser le savoir et surtout aussi de permettre voilà, de mieux connaître tous vos projets. Donc, c'est un live sur le sujet réussir son intégration culturelle et professionnelle en Asie. Bon, je me présente rapidement, je m'appelle Mayan, je suis vietnamienne. Ça fait 12 ans que je suis un peu entre les deux, entre Paris et Hanoï. Toute ma famille est au Vietnam. Maintenant, j'ai ma belle famille en France, donc c'est vraiment entre les deux. Et j'ai créé Talents sans frontières pour promouvoir la diversité culturelle en entreprise. Et en tant que formatrice interculturelle, donc j'accompagne les équipes internationales à mieux travailler ensemble, les cadres, les managers, voilà, les équipes. Et aussi, j'accompagne les expatriés pour pouvoir, pour les aider à accélérer leur intégration en Asie, surtout notamment en Asie, et surtout construire un projet de vie aligné avec qui ils sont, avec leurs valeurs, etc. Et moi-même, je suis multi-expatriée. Voilà, je suis née et grandie entre l'Ukraine et la Russie. Ensuite, je suis retournée au Vietnam pendant un tiers de chapitre de ma vie. Ensuite, je suis arrivée en France. J'ai aussi passé un séjour vécu un peu de temps en Italie. Donc vraiment, l'interculturel, c'est mon ADN. C'est vraiment avec un grand plaisir que voilà, je vous partage ce que j'ai, voilà, mes expériences et aussi, je suis curieuse de connaître les vôtres. Bonjour Vincent. Bonjour Méane, bonjour tout le monde. Ouais, donc merci Vincent d'être là aussi. Donc Vincent, vous allez voir tout à l'heure, il va prendre la parole parce que Vincent, c'est quelqu'un voilà que j'accompagne pour préparer son expatriation qui s'approche à grands pas, Vincent, parce que c'est dans combien de temps? Dans un mois et demi? Dans deux Ouais, mois? c'est ça, là, c'est fin janvier, là, le 27 Ah oui, donc ça exactement. va très très vite. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner Vincent pour l'aider à préparer son expatriation dans les meilleures conditions. Et il va vous partager son retour d'expérience juste après. Euh, donc je vous propose le menu du jour. Vous voyez, j'ai ajouté aussi le dragon, c'est un symbole, un animal qu'on voit beaucoup, enfin un symbole qu'on voit beaucoup en Asie. Donc on va d'abord travailler sur la question de comment surmonter le choc culturel, parce que voilà, on entend cette expression beaucoup de fois, et comment réussir son adaptation en expatriation. Ensuite, je vais vous parler très rapidement, vu le temps dont nous disposons, 8 valeurs culturelles fondamentales à maîtriser en Asie. Bien sûr, l'Asie est très grande et très diversifiée. Là, je me concentre sur l'Asie-Pacifique. Et on a aussi des traits culturels qui se partagent. C'est ça, en fait, c'est de ça dont je vais vous parler. Ensuite, on va travailler sur la partie développer son réseau, comment réussir votre intégration. Donc, je vous partage quelques tips très, très simples. Et enfin, Vincent, il va témoigner son retour d'expérience sur l'accompagnement et je vous parlerai si vous êtes intéressé à mieux connaître les détails de cet accompagnement. Est-ce que ça vous va, le menu du jour? Très Oui, bien. oui. Ok, merci. C'est gentil. N'hésite pas, tout au long de ce live, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Je réponds avec grand plaisir. Mais en tout cas, merci pour votre présence. Dans notre cadre de confiance, bon, parce qu'on parle de l'interculturalité, donc la bienveillance, c'est important. La participation, parce que je vais vous poser plein de questions et j'espère que je suis sûre que vous allez pas voir le temps passer, sans jugement, bien sûr, l'empathie et puis la curiosité de découvrir différentes cultures. Donc, on va en fait découvrir cette première partie sur le choc culturel, euh, qu'on entend beaucoup en expatriation. Mais avant, j'aimerais que vous mettez dans le chat, parce que le mot choc culturel, et il y a le mot culture. Eh ben, qu'est-ce que selon vous la culture? Parce que c'est un mot très large. Essayez de mettre dans le chat. Allez-y, c'est à votre clavier. Donc Thomas, mot de vie. Tout à fait. Oui. Et qu'on le voit en fait partagé par un groupe de monde. Les habitudes, tout à fait. Chaque peuple, n'est-ce pas? Chaque groupe de personnes, chaque communauté peut avoir les habitudes partagées. Quoi d'autre? À la fois l'histoire du pays, et oui, c'est très très important. L'histoire du pays fait partie intégrante de la culture. Quoi d'autre? Ce qui relie les savoirs et les fécondes, oui, tout à fait. Les traditions, les coutumes, tout à fait. Le respect, ça c'est des valeurs culturelles. La façon de parler, les règles d'usage du pays, les traditions, ouais, et là, ouais.
La vision due à l'expérience acquise au cours de la vie, tout à fait. Il ne faut pas oublier que voilà, chacun de nous, on évolue et finalement, les expériences de vie, couplées avec la rencontre avec différentes cultures, et ben, ça forge notre vision, une certaine vision de la vie, oui. Les comportements, l'ensemble des codes et normes explicites et surtout implicites. Et merci beaucoup, Olivia, parce que tu parles d'un mot très, très, très important. Oui, il y a des normes explicites, ce qu'on voit, n'est-ce pas? Et puis, il y a surtout des choses plus implicites, plus profondes. Et ce qu'on va en fait découvrir ensemble, très rapidement tout à l'heure. Bah, je vois que vous êtes quand même très, très fort. Vous avez dit beaucoup de choses qui représentent la culture. Et j'ai une petite question défi pour vous. Là, vous parlez beaucoup de culture dans le sens, voilà, les habitudes, les modes de vie, les coutumes, tout ça. Mais est-ce que on peut parler aussi de d'autres types de culture? Je prends par exemple la culture professionnelle. Entre un ingénieur qui parle avec une personne qui fait de la comptabilité, peut-être ils ont plus de mal à se faire comprendre que entre deux personnes peut-être de deux cultures nationales différentes, mais qui partagent le même métier. Ouais, culture familiale, exactement, très important. Ouais, culture familiale, quoi d'autre, Thomas? Est-ce que tu as d'autres idées, Thomas? On a parlé culture professionnelle, culture familiale, Mhm. quoi d'autre? Culture d'entreprise? Bah oui, culture d'entreprise. C'est vrai que si je vais chez Médecins Sans Frontières, c'est pas la même culture d'entreprise que chez, je sais pas, chez Capgemini, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est tout ça en fait pour vous dire que la culture c'est une notion très large. Il ne faut pas oublier aussi tout ce qui nous entoure, donc culture professionnelle, culture régionale. Pourquoi les Bretons en France sont tellement fiers d'être Bretons, n'est-ce pas? Je fais un petit clin d'œil à certains. Ok? Eh ben oui, on a aussi les cultures régionales et il peut avoir autant de diversité au sein d'un pays, au sein des régions, que entre les pays. Donc déjà, si je parle avec un Français qui vit longtemps, qui est toujours évolué à Lille, peut-être il aura du mal à comprendre quelqu'un un Marseillais, par exemple. Vous voyez? Donc ça permettra justement d'ouvrir nos horizons. Et Jim, tout à fait, art, musique, études, tout ce qui est en fait lié à, voilà, il y a l'art, ça c'est, oui, la culture. Le savoir-vivre, oui, Alicia, ouais. Les cultures liées à un secteur, oui, tout à fait. Donc bravo à vous, très 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 bien. Sandrine, je vis à Paris, je suis née au Havre. Voilà, donc tu vois, euh, on évolue et on déménage, et c'est vrai qu'on voit quand même que dans les régions, en fait, il y a une culture régionale aussi qui nous façonne d'une certaine manière. Donc bravo à vous. Je prends quelques exemples juste après. Donc il y a trois niveaux à saisir quand on parle de la culture. Ce que vous voyez, c'est très explicite, c'est justement les modes de vie. On voit bien quand on voyage ou quand on vit dans un autre pays que le pays d'où on est, il y a des modes de vie différents. Pourquoi en France on passe quand même pas mal de temps euh, pour la pause déjeuner en fait en entreprise, alors qu'on va aux US, c'est pas pareil. C'est quand même un... Et pourtant, en fait, c'est la pause déjeuner. Mais on voit que les modes de vie ne sont pas pareils. Le nouvel an, on va bien dans les pays asiatiques, c'est très important le nouvel an lunaire. Eh ben, en France, c'est plutôt Noël, vous voyez, par exemple. Les lois, les coutumes, les contrats, les langues d'un pays aussi. Donc, quand vous allez en Asie, vous allez voir qu'il y a une vraiment dimension éclectique, en fait, aussi en termes de langage qu'on utilise. Il y a l'anglais, forcément, ça facilite beaucoup pour les expatriés. Mais si vous souhaitez construire un vrai projet de vie à l'étranger, je vous conseille quand même d'apprendre ne serait-ce que les mots basiques de la langue de votre pays d'expatriation. Donc c'est très important parce que c'est quelque chose qui, voilà, à travers la langue, ça nous relie et on parle au cœur en fait du peuple. Ensuite, la partie structurelle d'une culture, je prends en fait cette image de iceberg, on voit qu'il y a une partie moins visible de culture, donc tout ce qui est croyance, les normes sociales, les représentations. Je prends par exemple en France, bonjour, s'il vous plaît, merci, blablabla, c'est des normes sociales qui ont été inculquées dès petits avec l'éducation. En Asie, c'est pas forcément ça, en fait, selon les pays. Au Japon, on sait que ces normes-là sont hyper importantes, très formelles. On voit bien que dans d'autres pays, c'est encore d'autres normes. Au Vietnam, par exemple, on dit pas forcément bonjour à aux personnes qu'on rencontre tous les jours. À nos voisins, on dit, est-ce que tu as mangé? Est-ce que les enfants sont rentrés de l'école? Et ça, c'est un bonjour pour nous. Et pour un Français qui part en expatriation, il dit, mais
Il y a un mec où il est bizarre en fait, il ne me dit pas bonjour, il est juste souriant. Eh ben oui, et si c'est le sourire qui est la norme, vous voyez? Donc on a des normes sociales qui ont été inculquées et en fait on se rend plus compte. C'est pour ça que quand on s'expatrie, c'est important de se dire que oui, en fait, de faire juste une pause de 3 secondes dans notre tête, de se dire que voilà, est-ce que ça, c'est juste une autre traduction culturelle, une autre d'expression culturelle, vous voyez? Les croyances aussi. On a des croyances. On a tous des croyances. Et en France aussi, on a des croyances. Par exemple, sur le sujet de l'argent. L'argent en France est plutôt un sujet tabou. Parce qu'on pense qu'être riche en France, c'est, forcément, en fait, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a, soit, voilà, bénéficié d'un héritage ou quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Mais ça a été en fait introduit justement avec l'influence religieuse. Et ces croyances-là sont pas forcément partagées dans d'autres pays. En Asie, l'argent, c'est pas un sujet tabou dans la plupart des temps. Et on en parle très très facilement jusqu'à choquer certains de mes amis quand ils vont en fait quand ils vont là-bas, ils se disent ah bah c'est tellement décomplexé. Et bah oui, c'est décomplexé. Parce que pour nous, c'est pas un sujet tabou. Vous voyez, donc il y a des croyances qui sont partagées et puis leur représentation. Et ça, pareil, c'est ancré en fait depuis petit. Troisième partie de la culture, je vais très 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 vite, c'est la partie très profonde. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, Olivia, tu as dit implicite. Oui, c'est implicite, c'est pour ça qu'on ne le voit pas tout de suite. Et vous, en tant qu'expatrié, vous n'allez pas tout de suite le décoder en 3 jours. Non. En vivant au fur et à mesure, en montrant votre curiosité, que vous allez le découvrir et vous renseigner aussi, hein, à côté, les livres sur l'histoire, dans les films, dans les arts, etc., en parlant avec les gens. Donc tout ce qui est valeur d'une culture, il y a des valeurs phares, des symboles. La Marianne en France, vous voyez? Et ben dans d'autres pays asiatiques, il y a des symboles différents. Le dragon, chez nous, par exemple, c'est le symbole de voilà, le dragon, c'est vraiment la puissance, mais aussi une certaine générosité. La spiritualité aussi, très diverse et variée en Asie, hein, parce que on n'a pas que le bouddhisme. Au Japon, on a le shintoïsme. On a en fait en Inde, voilà, l'hindouisme, vous voyez, etc., etc. La mémoire collective, le sentiment d'appartenance, les mythes, etc. Ça, c'est toute la partie qu'on voit pas tout de suite en côtoyant une culture. Et c'est ça qui fait que beaucoup de conflits, beaucoup de choses en compréhension, c'est parce que ça va dans les valeurs. Et ça heurte. Lorsque ça heurte dans les valeurs, c'est ça qu'il a le malentendu, les conflits les plus importants. C'est comme tout à l'heure, hein, Sandrine, tu as dit, oui, là maintenant, je vois, par exemple, à Paris, il y a quelqu'un qui est, voilà, qui est tombé, qui a un malaise, et les gens qui les regardent sans venir les aider, et toi, tu trouves que c'est inacceptable pour toi. C'est parce que cette valeur, pour toi, la valeur solidarité, elle est très forte, et tu le vois pas dans ton environnement. C'est pour ça que tu cherches à t'expatrier, parce que peut-être que certaines des valeurs, tu retrouves plus dans ton pays d'origine. Et c'est OK. Donc c'est toujours important de comprendre que c'est quoi nos motifs de départ. Un motif de départ, juste la fuite, ce n'est jamais un bon motif de départ. Vous devez prendre le temps de questionner, de poser des questions sur votre projet d'expatriation, quelle que soit votre situation. Je parle même pour les conjoints suiveurs. OK? Et là, à ce propos, je laisserai la parole tout à l'heure à Vincent pour parler de son expérience parce que Vincent est un conjoint suiveur. Parce que c'est sa femme qui va s'expatrier avec un contrat en Asie, mais c'est lui qui est en train aussi de prendre ce projet en main. Est-ce que ça vous va, les 3 niveaux de la culture? Est-ce que c'est clair? Jim, oui. Thomas, oui. Viviane, super. Donc, je vous montre quelques images et vous allez voir que oui, c'est très éclectique en fait, parce que oui, la place à la gastronomie dans la culture française, les fêtes en Inde, le système de caste en Inde, même si le gouvernement depuis une vingtaine d'années voulait euh, voilà, éliminer, mais dans la mémoire collective, c'est pas si évident que ça. La culture du débat, l'esprit critique à la française, la rhétorique, n'est-ce pas? Moi, quand je suis venue en France, ça m'a choquée, parce que quand j'allume la télé, les gens ils me parlent, ils se chevauchent et j'entends plus rien. Voilà.
Et ça, si vous partez en Asie, hein, ça, par contre, c'est vraiment à ne pas faire parce que en Asie, voilà, faut écouter les gens, puis on laisse un peu de silence, puis on reprend. Mais il faut pas se chevaucher parce que c'est vraiment, de manière générale, c'est perçu comme de l'irrespect. Donc ces images, ça vous parle, hein. La laïcité, on a parlé très récemment avec mes amis sur la laïcité, qui est aussi très interculturelle parce que la laïcité française n'est pas la même, n'a pas la même définition ni la même en fait expression qu'ailleurs. La laïcité au Sénégal, c'est pas pareil. La laïcité aux US, oh, c'est pas pareil. Donc vous voyez, c'est très culturel. Là, c'est une image aussi que je trouve très rigolo, mais c'est exactement ça. C'est que quand à la fin d'un repas ou avec les collègues ou voilà, avec mes partenaires, voilà, on se bat pour payer. On se bat. Et là, on voit bien beaucoup en Asie, hein, parce que pourquoi on se bat pour payer? Voilà, on pourra traduire ça de plusieurs manières, culture d'hospitalité, ou une question de, voilà, de vouloir aussi faire plaisir à l'autre, et l'autre, ou une question de face. Vous voyez, c'est très intéressant d'analyser ça. La karaoké aussi, une façon de sociabiliser beaucoup, hein, dans beaucoup de pays asiatiques. On sociabilise avec les collègues after work asiatique, bah, c'est le karaoké. Et ça, peut-être Thomas aussi, tu pourras nous en faire un témoignage, parce que vous êtes dans un projet de fusion-acquisition. Vas-y Thomas, je te laisse la parole. Ouais, bah, c'est juste que moi, je travaille pour une boîte française, on est 70 personnes, et on a été racheté il y a pas très longtemps, enfin il y a 1 an et demi maintenant, 2 ans, par une entreprise vietnamienne qui s'appelle FPT, qui est un peu l'équivalent de Orange slash, je, je sais pas, ouais, un peu Orange et Capgemini au Vietnam. Donc une grosse boîte, et ils font des karaokés très souvent. Là où nous, on a des soirées d'entreprise un peu sur des thèmes différents, eux, ça finit toujours forcément par un karaoké. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on finit par se prêter au jeu. Même si au départ, moi, c'était pas trop la chanson, c'était pas trop ça, mais bon, on s'y prête. Et c'est vrai que c'est très sympa. Maintenant, on fait ça systématiquement et les Français le font de bon cœur aussi. Merci pour ce partage, c'est ouais, très intéressant. Donc, vous voyez, voilà, petit à petit, on s'approprie aussi on s'adapte hein, aux cultures de l'un et de l'autre. On trouve aussi toujours des terrains d'entente et de compromis. Mais voilà, question, c'est de se dire que voilà, il y a des différentes façons de sociabiliser aussi à travers les cultures. Au Japon aussi, beaucoup via karaoké, Corée du Sud, pareil, Thaïlande aussi. Là aussi, c'est une image voilà, qui m'a interpellée aussi. Est-ce que quelqu'un qui a une idée? Quand vous voyez en fait l'inclination comme ça, vous pensez à quoi? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? Le bonhomme, là. Ça représente quoi comme valeur derrière au Japon? Thomas, re-respect. Olivia, pareil. La politesse, le respect. Alicia, signe politesse. Ouais. C'est très bien. Il manque encore un truc. Un mot commence par un H. Ça montre quoi d'autre comme valeur? Véronique, peut-être tu as une idée. Et là, oui, tout à fait, c'est la hiérarchie. Et Véronique, humilité. Effectivement, il y a aussi ça, hein. Tout à fait, Véronique. Hiérarchie, tout à fait. Donc, vous voyez, un mélange de plusieurs valeurs qui sont phares au Japon. La valeur du respect profonde, la hiérarchie, parce que plus on s'incline, ça veut dire que plus l'autre, hein, il est plus élevé hiérarchiquement parlant. Et puis l'humilité. Et ça, faut observer. On va pas tout de suite le faire, mais on observe. On observe et on essaie de décortiquer c'est quoi la valeur sous-jacente. Ça nous permettra de mieux comprendre dans un contexte. Ça aussi, je pris cette image qu'on voit beaucoup aussi le street food dans pas mal de pays asiatiques. C'est aussi une façon de sociabiliser. Dans les boui-boui, on va au boui-boui. Euh, Même en fait voilà, avec les collègues, que ce soit midi ou après le after work, bah, c'est dans les boui le street food. On aime bien passer en fait le temps ensemble dehors dans ces boui là avec des plats, voilà, de la nourriture street food quoi, de rue. Donc tout ça pour vous dire que nous voyons pas le monde tel qu'il est, mais en fonction de ce que nous sommes.
C'est pour ça que j'ai trouvé cette image extrêmement parlant. Lui, il ne voit que sa corne, voilà. Alors que derrière, il y a tout un paysage. Et surtout, je pense qu'il y a un mot aujourd'hui, j'aimerais bien que vous gardez en tête jusqu'à la fin du live, c'est la façon aussi dont nous sommes conditionnés. On a été conditionnés depuis petit de voir les choses d'une manière, de voir que l'argent est un pot à bout, de voir que bonjour, merci, s'il vous plaît est une norme sociétale très importante. Nous sommes conditionnés de voir que la hiérarchie est importante, par exemple. Mais si quelqu'un qui est né et évolué dans un environnement beaucoup plus horizontal, je parle par exemple quelqu'un qui est né au Danemark, qui a toujours grandi au Danemark, eh ben, il n'est pas conditionné pareil. Il voit que par exemple les hiérarchies, c'est quelque chose voilà, avec laquelle il a du mal à accepter. Donc vous voyez, donc c'est vraiment le conditionnement, il est plus fort que nous. Et c'est ça qui fait que pourquoi on a des chocs culturels ou on a des conflits. Oula, ça j'ai déjà fait. Donc le choc culturel, c'est quoi? Déjà, c'est une désorientation ressentie lorsque vous êtes confronté à un autre mode de vie. Et là, c'est vrai que les Français même si voilà, vous pouvez aussi beaucoup voyager, mais expatrier, c'est autre chose. C'est parce qu'on est immergé au quotidien. C'est pas juste 3 semaines de vacances, après on retourne en France. Donc c'est pour ça que vous allez passer par certaines étapes, que j'en parle juste après. Vous allez voir que finalement, le choc culturel, il peut aussi être quand on s'expatrie, mais ça peut être même quand on déménage. Je prends par exemple, si vous avez toujours vécu, par exemple, dans le sud de la France, et maintenant vous avez décidé, allez, je vais refaire ma vie voilà, en Bretagne ou à Lille, clairement, vous pouvez aussi vivre ça, un petit choc, hein. Et Olivia, je confirme. Je sais que voilà, Olivia a un projet aussi de déménagement, et là, je sais que voilà, c'est des choses dont tu es conscient, donc c'est super. Euh, et puis, c'est clair qu'en expatriation, vu qu'on change de pays, ce show-là, il peut être encore plus grand. Et jusqu'à ce que j'ai vu certaines personnes, ça peut même créer un véritable trauma si on ignore la gestion de notre processus psychologique. Parce qu'il n'y a pas que la partie logistique, il y a surtout la partie psychologique, la partie émotionnelle aussi à prendre en compte. Donc voilà, c'est important d'être très conscient. Elle s'adapte et elle se prépare en mangeant beaucoup de galettes et des crêpes, je crois. J'adore. Et voilà, hein, la culture du crêpe hein, qui fait partie de la culture bretonne. Bref, merci. Donc, vous voyez, ce graphe-là, on le voit souvent hein, quand on parle de l'expatriation. Au début, oui, c'est super, la Thaïlande, c'est génial, la Chine, c'est génial, il y a beaucoup de choses nouvelles, c'est normal. Et puis, quelques semaines après, lorsque en fait la phase de lune de miel est passée, eh ben c'est pas si facile que ça. On commence en fait à se questionner, mais qu'est-ce que je vais faire par la suite, quel projet professionnel, ou si jamais vous avez déjà un contrat, bah, comment je vais pouvoir m'adapter, m'intégrer au sein de ma boîte, etc., etc. Donc oui, il peut avoir justement cette descente. L'important c'est toujours de s'écouter, de se dire ok, mais qu'est-ce que ça dit en fait? Et surtout dites-vous que c'est une phase aussi dans laquelle vous êtes en train de sortir hein, de votre zone de confort. Puis petit à petit, vous vous renseignez, vous vous adaptez, vous vous intégrez petit à petit, vous vous faites accompagner aussi, c'est important parce que c'est une grande phase. Et ben même en fait, je vais vous redire que même un jour quand vous vous sentez bien adapté, il va avoir continué à avoir des montagnes russes parce que l'expatriation, ce n'est jamais de tout repos. Mais moi, au bout de 12 ans en France, à chaque fois que je retourne en Asie puis je reviens, j'ai l'impression que je vis dans deux mondes complètement différents. Et il y a des moments, oui, je suis déprimée. Je suis déprimée en revenant en France. Et pourtant, je sais que la France est devenue aussi un pays d'adoption. Vous voyez, c'est très dur parce que c'est deux univers différents. En Asie, c'est beaucoup, beaucoup ça, la chaleur humaine, la hospitalité, la vie, elle se passe beaucoup dehors. Puis le relationnel aussi. Revenant en fait en Europe, je me sentais une certaine solitude, même si j'ai pas mal d'amis, euh, même si je suis entourée, et pourtant, vous voyez. Donc, même quand on est bien s'intégrer dans un pays, on peut avoir toujours des montagnes russes d'une certaine manière, hein. Ça dépend des gens. Mais dites pas que c'est fini. Non, c'est juste, c'est d'une autre manière.
Quand vous voyez ça, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? Celles et ceux qui vont bientôt partir, là. Est-ce que vous fait peur ou plutôt vous êtes maintenant plutôt conscient? Non, pas peur, Sandrine. Oui, je vois que tu as un maximum de motivation, hein, Sandrine. Bravo. Vincent, non. Super, je suis contente d'entendre ça. Ça me parle. Ah, non plus. Super. Bah, très bien. Vous êtes conscient de ça, c'est une très bonne chose, un bon point de départ. Bravo à tous. Donc, il y a tout ça, il y a les codes, mais ce que j'essaie d'aider en fait de faire comprendre aux gens, c'est pas que les codes. C'est justement en fait il y a aussi d'autres questions, de se dire ok, comment je me repositionner sur le marché du travail. Parce que chaque pays a ses codes, et ben en Asie aussi on a ses propres codes. Faudra en fait justement se poser ces questions et trouver des solutions. Comment décoder les attentes implicites, les non-dits. Ça aussi c'est beaucoup trop dur pour les Français, pour les Occidentaux de manière générale. C'est qu'il y a des choses en fait qui se disent pas. Mais en Asie, vous allez voir que la communication implicite, sans généraliser pour tout le monde, c'est une marqueur culturel qui est important à connaître. Et ça, si on ne sait pas décoder, forcément, on se sent un peu perdu. Comment valoriser, adapter mes forces et mes talents? J'utilise le mot adapter ses forces et ses talents parce que forcément, quand on va dans un nouvel environnement, il y a nos talents déjà existants, mais il faut aussi les adapter. Je prends par exemple, en Europe, en Occident, en France par exemple, c'est important de prendre la parole. Parce que la parole, voilà, on voit bien hein, en entreprise, c'est très valorisé. En Asie, oui, c'est important de prendre la parole, mais c'est important aussi de savoir se taire au bon moment. Parce que le silence en Asie, c'est une valeur phare. Et le silence en Asie, ce n'est pas juste de dire que ah, la personne n'a pas la réponse ou la personne est gênée. Non, c'est beaucoup plus que ça et on verra tout à l'heure dans la partie code culturel. Donc, quelqu'un, c'est pour ça voilà, dans mon accompagnement, je vous aide à identifier vos forces et vos talents, mais je vous donne des codes pour savoir les adapter. Parce que sinon, vos forces et vos talents peuvent devenir quelque chose qui freine votre intégration. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Comment réussir mon intégration sociale et professionnelle sur place? Ça prend un certain temps. Comment me ressentir respectée et légitime dans un nouvel environnement? Quel que soit mon statut. Un manager, un entrepreneur, un salarié, quelqu'un qui porte un projet, un conjoint suiveur, etc. OK? Parce que la façon dont se sentir respecté et légitime varie aussi selon le contexte culturel. Comment cette expatriation s'inscrit dans votre stratégie de carrière à l'international? Il y a, il y a des personnes pour qui c'est important d'avoir un plan. Et puis, il y a aussi la vie derrière. La vie nous apporte aussi beaucoup de choses dont on n'a pas prévu. C'est important d'être voilà, d'être très ouvert, mais c'est important de construire son projet. Parce que vous partez en expatriation, ça ne veut pas dire que vous redémarrez de zéro. Non. Il y a déjà tout un bagage que vous ramenez avec vous. Il va falloir justement continuer comment valoriser ce bagage et comment ça s'inscrit dans votre plan. Donc, Olivia, j'ai un ami qui est expatrié en Corée du Sud. Le plus dur pour lui, c'est au début, c'était l'aspect culinaire. Très peu légumes. Il a fini par écrire des fournisseurs locaux pour importer davantage de légumes. Tout ça riche aussi de voir l'influence peut être mutuelle. Et oui, c'est un échange interculturel, hein, interculturel, mutuel, réciproque. Et ça aussi, on n'en parle pas souvent, hein, mais la partie adaptation à des aliments, des régimes alimentaires du pays d'accueil, c'est un véritable aussi cheminement. Et dépend d'où on vient, où on vit, en fait, ça peut être plus ou moins facile de trouver les aliments voilà, qu'on apprécie, ou même les aliments de notre pays d'accueil
de notre pays d'origine, par exemple. Je sais que, voilà, j'ai parlé pas mal avec les expatriés francophones, les expatriés français, ils m'ont dit, ouais, moi, ça me manque la baguette. Je dis, je comprends. Donc, vous voyez, voilà, on emporte toujours un bout de soi, hein, un bout de soi ailleurs et c'est aussi un ancrage. Donc oui, ça peut être, ça doit être mutuel, justement, Olivia. Donc, exactement, exactement. Il y a tellement de questions, hein, on se pose. C'est normal parce que c'est un gros projet de vie. Et donc, je vais laisser tout, voilà, juste Vincent a parlé un peu de son projet. Donc, le travail qu'on a fait avec Vincent, donc Vincent a 20 ans d'expérience en cuisine végane et pâtisserie végétale. Il a déjà été expatrié au Canada pendant 4 ans, hein, n'est-ce pas, Vincent? 4 ans au Canada. Ouais. Et maintenant, ce sera l'Asie. Et ensemble, on va travailler sur ces valeurs et on se rend compte que certaines valeurs de Vincent coïncident aux valeurs fondamentales de son pays d'accueil. Et c'est ça qui a rassuré Vincent aussi de se dire que non, moi, je pars pas en fait d'une page blanche. Donc, on travaille de manière vraiment très profonde sur comment connaître vos valeurs, que ce soit culturelles ou valeurs professionnelles ou personnelles, vos forces et vos talents, mais comment les adapter? Comment on pourra le mieux mobiliser ça en Asie? Travailler sur son CV, son pitch pro de manière attractive, convaincante, mais surtout adaptée aux codes locaux. Et donc, Vincent repart avec plus d'assurance, de sérénité, parce que maintenant, voilà, il comprend mieux les codes culturels et professionnels locaux pour qu'il puisse s'adapter. Donc, je laisse peut-être Vincent à partager un peu de ce travail. Ok, bah avec plaisir. Donc, oui, moi, je suis un conjoint suiveur, c'est-à-dire que c'est ma femme qui a l'opportunité de partir au Vietnam. Et moi, ça me stressait un petit peu, en fait, d'être juste le suiveur et dans ce projet. Parce que c'est minimum 3 ans et jusqu'à 9 ans. Donc, je voulais pas juste rester à côté d'elle. Et puis, moi, je suis pâtissier de métier. Donc, je sais que là-bas, il y a des opportunités, mais il faut savoir les trouver et ça va pas se faire du jour au lendemain, comme en France, où dans ces métiers-là, on trouve très facilement du travail. Donc, je sais que là-bas, je vais avoir du mal à en trouver de suite, hein, ce qui est normal, parce qu'il y a justement tout ce que j'ai appris avec Mehan, bah, les codes qui vont changer, la façon de recruter, et puis se faire un réseau avant de pouvoir commencer à travailler. Donc tout ça, j'ai pu le voir avec Mehan et surtout le mettre sur papier. Avoir une grande réflexion sur moi d'abord, sur mes valeurs, sur mes forces, sur mes talents, comme c'est indiqué. Et tout ça, c'est, je dirais même plus psychologique où on fait toute une introspection sur soi avant de commencer à parler d'expatriation. Et avec ça, bah, j'ai trouvé les forces et surtout ce qui m'animait dans le pays où je vais aller, donc le Vietnam. Moi, donc ma femme est d'origine vietnamienne. Donc, voilà, ça fait 10 ans que je côtoie sa famille, etc. Donc, mais comme ils habitent en France, ça n'a rien à voir avec le Vietnam que je vais découvrir. Il y aura des codes que je vais retrouver, mais pas tout. Et donc, voilà, je dirais que le premier point, ça m'a permis de poser sur écrit tout ce dont on parle, la réflexion. Et donc ensuite, bah, travailler sur le projet, sur l'avenir, sur le futur. Et ça m'aide énormément. Là, maintenant, je suis vraiment apaisé par rapport à ça. Le départ, il est dans 6 semaines. Et bah, je pars plutôt serein. Donc là, il nous reste les démarches de visa, mais ça, c'est plus sa boîte qui s'en occupe. Et puis, j'ai encore du travail à faire avec Mehan une fois là-bas, parce qu'il y aura le feedback. Mais en tout cas, je me sens armé et je me sens, voilà, comme je disais, j'ai trouvé ce qui m'animait et les points de ressemblance entre mes codes, ce que j'ai appris, mon passé, moi maintenant, et ce que je vais retrouver au Vietnam. Donc voilà, on a pu relier tout ça et créer plein de choses. Voilà, est-ce que tu veux que je partage autre chose? Est-ce que C'est ça te va? très, très précieux hein, ce que tu nous dis, oui, merci. Bravo à toi, hein, que c'est Bah, merci à toi. oui, un travail de co-construction. Hein. Je pars toujours de vous, hein, parce que chaque accompagnement est unique. Donc bravo à toi pour tout. On a travaillé ensemble pendant 8 semaines et j'ai pas vu le temps passer surtout. En plus, comme vous voyez l'énergie de mes hands, je peux vous dire que les séances sont assez animées et il y a beaucoup d'échanges et du coup, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien ces 2 petites heures par semaine ouais, qui sont agréables.
Merci. Oh là là, tu me fais un peu, je suis un peu, ouais, touchée. Merci, c'est trop gentil. Merci. C'était vraiment un plaisir. Et puis on reste en contact parce que une fois que tu seras sur place, que tu commences à prendre tes marques, bah, on fait aussi des séances de suivi. Exactement. Super, merci. Donc, vous voyez, je vous accompagne de A à Z, hein. Je vous lâche pas une fois que vous êtes sur place. Et c'est surtout que oui, on fait un suivi ensemble où vous me racontez comment vous commencez à prendre des premières marques, en fait, premiers repères, c'est important. Et puis voilà, je suis votre voilà, votre compagnon de route. Comme ça, vous vous sentez aussi plus boosté et puis vous n'êtes pas seul dans votre projet de transition de vie qui est quand même très important. Merci Vincent encore, c'est vraiment génial. Avec plaisir. Merci, c'est trop gentil. Ok, donc, que faire pour surmonter le choc culturel? Parce que le choc culturel, mais choc professionnel, quelques astuces pour vous aider qui sont transposables hein, à où vous allez. Donc, il faut prendre conscience du processus d'où vous en êtes. Ça, c'est important et ça, ce travail-là qu'on peut faire ensemble. Reconnaître aussi les défis qui ont été acceptés quand on change d'environnement. Forcément, il y a de la part d'acceptation, c'est important. Accueillir les différences. Participer à des activités qui vous tiennent à cœur, et ça, c'est très, très propre à chacun. Moi, par exemple, quand j'aime bien les associations, donc quand je venais d'arriver en fait en France, bah, j'ai fait ça, j'ai distribué de l'alimentation gratuite dans les églises. Ça m'a permis de nouer en fait des contacts et aussi surtout de trouver des personnes qui partagent mes valeurs. Encore une fois, je relie toujours aux questions de valeurs. Et soyez patient, bienveillant avec vous-même, parce que de toute façon, voilà, si vous faites pas confiance en vous, bah, qui va vous faire confiance? Et il faut garder un bon sens de l'humour de soir. Il va y avoir plein de situations étonnantes, mais garder cet humour, je pense que c'est important. C'est pas. Donc, se fait des amis expatriés et locaux, c'est important. Donc, il y a des groupes spécialisés sur Facebook. Il y a des applications, des blogs locaux que je souhaite, en fait, voilà, je vous encourage surtout de vous renseigner avant votre départ, quel que soit le pays où vous en êtes. Participez aux fêtes locales. Chaque pays, il y a plein de fêtes et vous allez voir qu'en Asie, c'est une culture aussi très riche. Il y a plein de fêtes locales, donc renseignez-vous. Et puis adhérez, si vous souhaitez, aussi à des associations, à des clubs, améliorer la langue, renforcer votre sentiment d'utilité aussi sociale, votre sens d'appartenance. Il y en a pour tous les goûts et pareil, en fait, dans vos pays d'expatriation, cherchez ça. Vous allez pouvoir en fait vous faire des amis rapidement. Explorez les richesses de votre culture d'accueil, comme vous m'avez mis tout à l'heure, l'art, la musique, le cinéma, les livres, tout ça. Oui, faut vraiment s'ouvrir et aller se renseigner sur ça parce qu'il y a des parties vraiment implicites de la culture où on va pouvoir découvrir grâce à tous ces renseignements. Et puis toujours adopter une ouverture d'esprit, une curiosité constante. Peut-être réapprendre à s'émerveiller. Quand on était petit, on était enfant, on est s'émerveille devant toutes les choses, même les plus simples du monde. Et pourquoi on a perdu ça en grandissant? Eh ben, profitez-en pour le faire aussi en expatriation. Et mon astuce pour vous, c'est tenir un journal de bord pour noter vos premières impressions, vos étonnements culturels, vos apprentissages sur place. C'est votre compagnon de route, en fait. Et au fur et à mesure, vous allez voir, quand vous revoyez ce journal de bord, vous allez dire que waouh, waouh, la vache, j'ai quand même pas mal évolué. Et donc là, dans l'accompagnement Happy Expat, je vous ai déjà tâté tout le travail. Moi, j'ai créé pour vous un cahier, un journal de bord spécialisé pour vous aider. Et un petit teaser pour les prochaines personnes que je vais accompagner. Je suis en train de concevoir un jeu de cartes pédagogiques spécialement pour les expatriés et pour en fait une édition en 2026. Et pour celles et ceux qui souhaitent découvrir en avant-première, et ben voilà, vous pouvez booker l'accompagnement. Donc, on va en fait maintenant très rapidement découvrir les 8 valeurs culturelles essentielles à connaître de l'Asie. Donc, j'ai un petit jeu. Je vais vous montrer quelques images, juste un petit acronyme, un petit symbole, et vous allez me dire dans le chat à quelle valeur vous pensez que ça relie. OK? Le premier, c'est un peu peut-être difficile, donc j'ai mis tout de suite la réponse, mais le deuxième, hop, je vais vous faire deviner. Donc, avant de parler de cette partie, j'aimerais juste un petit reminder, c'est que il faut garder en tête qu'il n'y a pas que la culture qui influence une personne. Une personne peut adhérer à des différences
à à différentes adhérences culturelles. Moi, par exemple, si vous m'appliquez 100% la culture vietnamienne à moi, ça marche pas. Parce que mon parcours, il est très multiculturel. Euh, la personnalité des gens aussi, on évolue avec le temps, les expériences de vie. Le contexte, c'est une question très importante quand vous travaillez en Asie. Vous allez voir que selon le contexte, formel, informel, on réagit pas de la même manière. Selon le contexte, s'il y a le boss, par exemple, la hiérarchie, eh ben pareil, peut-être on n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont. Mais là, même en France, j'ai observé la dynamique dans les équipes. Lorsqu'il y a le boss, ah bah là, on se dit pas forcément les choses comme elles sont. Forcément parce qu'il y a une valeur hiérarchique trop forte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, selon la situation, on peut réagir de différentes manières. Donc, il faut prendre ça en compte avant de juger hâtivement. Et enfin, l'humanité. Même si on est des différentes cultures, et puis chacun d'entre nous est unique, on partage les mêmes besoins de l'humanité, les besoins d'être respecté, les besoins de manger, de boire, d'accéder à la sécurité. Eh ben, ça nous relie, n'est-ce pas? Donc, pour les prochains expatriés, je vous conseille, avant d'aller chercher ce qui nous différencie, cherchez ce qui vous relie. C'est ça qui est plus puissant. Je prends par exemple, j'étais dans un train, je voyais voilà, un Sénégalais, on a discuté ensemble, et ben c'est lui qui m'a dit, on a découvert que chez lui, il y a le mot teranga. Ça veut dire la culture de l'hospitalité. Et moi, je lui dis que ah bah, dans ma culture vietnamienne, il y a ça aussi dans un autre mot. Et ben, on a trouvé ce point qui nous relie, c'est justement cette culture de l'hospitalité. Voilà. Ok. Cherchez ce qui nous relie. Et vous allez voir que vous allez être surpris. Est-ce que c'est bon pour vous sur ce reminder qui nous accompagne? Yes. Olivia, yes. Viviane. Tim, yes. Donc voilà, gardez bien ça en tête dans toutes vos interactions, même en France. Pas besoin d'aller chercher loin à l'étranger, même en France. En France, la société française, elle est très multiculturelle. Donc forcément, on rencontre des personnes différentes avec toutes ces bulles. Donc le premier concept, la première valeur culturelle essentielle à connaître en Asie, je vous donne le premier et puis le prochain, vous allez deviner, c'est le concept de la face. Pour celles et ceux qui souhaitent noter, la face, c'est un concept phare en Asie. Ça veut dire quoi la face selon vous? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat ou vous me dites à l'oral? C'est quoi pour vous la face dans la culture asiatique? Oh, l'honneur, tout à fait, Jim, excellent. Le mot l'honneur est fort, hein. Et pourtant, oui, pour nous, c'est l'honneur, oui. Bravo, Jim. D'autres, d'autres partages, c'est quoi pour vous la face? Ça va plus loin, hein. Ne pas perdre la face, oui, tout à fait. Faut pas perdre la face à l'autre. L'expression du visage, oui, tu le vois en fait, si tu veux, mais le mot face ici, c'est plus en sens implicite. Garder sa dignité. Bravo, Justine, tout à fait. Donc ça regroupe l'honneur, ne pas perdre la face, donc ne pas en fait justement euh, faire sentir en fait l'autre qui perd la face. Dignité, tout à fait. Garder la face, oui, bah préserver la face, garder la face et ne pas perdre la face à l'autre. Donc c'est vraiment mutuel. Donc la face, ça représente la réputation d'une personne, c'était très très grand, hein. L'honneur et la dignité. C'est des choses que les Occidentaux ont le plus de mal à comprendre en Asie. Que vous allez en Chine, au Vietnam, en Thaïlande, au Laos, Corée du Sud, au Japon, vous allez voir qu'il y a cette notion-là, elle est omniprésente. Et donc, je prends quelques exemples. Je suis en train de discuter avec mon collègue, on est en train de bosser sur une présentation. Et moi, je lui dis, oh non, non, ça fait pas comme ça. Là, t'as fait plein d'erreurs, là. C'est pas bon, là. Ça, l'approche française, pour certaines personnes, je dis certaines personnes, trouvent que c'est une approche frontale, n'est-ce pas? Ou trouvent que, oh, bah, ça va, si on se connaît bien, on peut se dire ce genre de choses. Mais ça se fait pas en Asie. C'est très brutal. C'est trop direct, c'est être perçu comme manquer de savoir-vivre. L'approche française frontale de certaines personnes,
ne passe pas du tout en Asie. Je dis de certaines personnes, je généralise pas, parce que ça dépend des gens. Mais en France, il y a une culture de débat qui fait que, voilà, on se dit les choses, on met les choses sur la table, on va débattre parfois un peu, voilà. Eh ben non, ça passe pas du tout. Même entre personnes qui se connaissent bien, à quel point tu sais que tu connais bien la personne? Est-ce que c'est entre mère et fille? Là, oui. Là, c'est vrai que ma mère, elle est très directe avec moi. Mais je la vois qu'elle n'est pas directe avec son boss, hein? C'est clair. Mais oui, même si de toute façon, quand c'est très, très, très familier entre vos conjoints, bien sûr que vous êtes très direct. Dites-moi, en fait, est-ce que vous dites à vos conjoints, chérie, est-ce que ça te dérange pas, en fait, de fermer la fenêtre, s'il te plaît? Enfin, bref, j'exagère. Vous voyez l'idée? Donc, en gros, la face, c'est hyper, hyper important. Et ça, on va décortiquer dans l'accompagnement. Je vais vous donner plein de situations avec des mises en situation pour tester si vous êtes capable de préserver la face de l'autre, même sur des choses que vous pensez banales. C'est ça qui nous étonne le plus. Donc, on ne va pas pointer du doigt sur l'erreur de l'autre. On va lui faire comprendre de manière indirecte, ok, que bah voilà, sur cette page 3 là, il y a certaines erreurs. Bah, page 2, elle est très bien. Ah bah, page 3, est-ce que tu as pensé à? On va plutôt reformuler par des suggestions, par exemple. Vous voyez? Je suis en couple avec un asiatique qui s'ignore, je crois. Ok, maintenant, je vous laisse deviner le deuxième. Oula, pardon. Je mets ça. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans le chat, c'est quoi comme valeur culturelle en Asie? C'est un monsieur, vieux monsieur, là. Mettez-moi dans le chat, please. Le confucianisme, le respect de l'âge, tout à fait. Les deux Thomas là, bonne réponse. Respect des anciens, oui. Le respect, oui. Très bien. Eh ben, c'est le confucianisme. Le monsieur là, que vous voyez là, c'était un philosophe. Il était là déjà il y a 2000 ans, hein, mais il est toujours là. Son influence en Asie, c'est énorme. Donc, voilà, c'est l'influence confucienne. Donc, le confucianisme, ça dépasse la religion. C'est pas, voilà. En Asie, on le voit plus comme une philosophie, un cadre moral. Et dans le confucianisme, il y a beaucoup de principes qui sont sous-jacents. Il faut comprendre que voilà, dans les sociétés asiatiques, par exemple, la hiérarchie, c'est important. Et ben, la hiérarchie, ça vient de l'influence confucienne. Pareil, le rôle, en fait, assez distinct des membres de la famille, comme on voit, c'est aussi une influence confucienne. Les enfants qui s'occupent de leurs parents, qui ne les mettent pas dans les maisons de retraite, eh ben, c'est aussi une influence confucienne. Même si aujourd'hui, avec les grandes villes, hein, ça est en train de d'évoluer. La culture, elle évolue. OK? Bravo à vous. Troisième valeur, je vous mets ici l'image. Mettez dans le chat. Ça parle de quoi selon vous? Famille, Jim, tout à fait. Famille, famille, ouais. La famille, dans la plupart des pays asiatiques, c'est très important. Mais c'est pas juste une question de famille dans le sens que parents et enfants. Dans beaucoup de cultures asiatiques, c'est la famille au sens large. C'est aussi les tantes, les oncles, etc. Les cousins, la cousinette, hein, comme on dit en France. Je prends par exemple, pour mon mariage, la personne qui porte la parole, c'est mon oncle. C'est pas mon père. Mon père, il a demandé à ce que mon oncle porte parole dans mon mariage. Vous voyez? Donc, il y a une question de respect des anciens, question aussi de l'importance de la famille. Et avant, on fait le mariage, eh ben il y a une grande réunion familiale où on parle des modalités, tout ça, en sein de la famille. Vous voyez? C'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre en Asie. Donc vous travaillez en entreprise, vous allez voir qu'il y a des personnes qui posent des congés pour des événements familiaux. Par exemple, l'anniversaire des ancêtres. Chose que, voilà, ça n'existe pas en France. Par exemple, le mariage qui est en pleine semaine, par exemple. Parce que, voilà, c'est important hein, d'accorder, en tout cas, c'est une valeur culturelle très importante en Asie, comme pilier, en fait, de la société. Enfin, quand je mets ça, vous pensez à quoi? Mettez dans le chat, s'il vous plaît.
Alicia, réseau, gym, relation, oui. Lié, tout à fait. Interconnexion, Véronique, bah tout à fait. Les liens sociaux, la communauté, tout à fait ça. Des mots que vous avez mis, c'est exactement ça. Vous allez voir que dans la plupart des cultures asiatiques, le réseau en fait relationnel, c'est vraiment hyper important. C'est même un capital social. Je parle et je pèse pas, je pèse mes mots. Capital social. C'est-à-dire, comme Vincent qui a dit tout à l'heure, bah, on commence à tisser, on se renseignait, on voilà, avant même d'aller sur place. Et c'est très bien pour les expatriés. Vous qui partez dans X temps, commencez déjà à vous faire votre réseau même en distanciel. Allez sur LinkedIn, ajoutez des gens, demandez en fait les renseignements sur le pays. Allez sur Facebook, allez en fait dans les associations, etc., etc. Demandez de l'aide autour de vous. Parce qu'en Asie, quand on rencontre des difficultés, la première chose à laquelle on va penser, c'est demander justement à qui on peut demander de l'aide. C'est un réflexe pour beaucoup de personnes. En France, en Occident, pas trop. Je vois beaucoup de personnes que j'accompagne qui m'ont dit, ah là là, ça me gêne, ah là là, pas une question de pure pudité. Je ne sais plus c'est quoi le mot. Pudeur, Pudeur. voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Etc., etc. Ah bah non, demander de l'aide en Asie, c'est extrêmement courant. Se fait aider, mais aussi donner. Faut pas demander juste de l'aide tout le temps. Faut aussi que c'est toujours get and give, hein. Get and give. Give and get. Un échange mutuel, Sandrine. Olivier, réseau local, voisin. Tout ça, oui, c'est lié, ouais. Bravo, bravo à vous, très très forte. Les réseaux relationnels. En chinois, il y a un mot qui s'appelle Wanxi. C'est un concept clé de la culture chinoise qui influence forcément d'autres cultures. Mais en Asie, on a ce concept-là pour tous les pays asiatiques, la plupart des pays asiatiques. C'est hyper important. Est-ce que c'est bon pour vous, les 4 piliers? Ok, Alicia, hein, je vois. Jim, oui. Le temps passe très vite, donc je me permets, hein, pour les 4 prochains, je vais présenter rapidement. Sinon, voilà. Donc, les 4 piliers suivants. Alors, ça, vous pensez à quoi? Commence par un H. L'équilibre, Véronique. Il y a une certaine idée de ça. Ouais, ouais, tout à fait. Humanité, harmonie, harmonie, équilibre. Bon, vous avez tout bon. C'est tout à fait ça. Équilibre, harmonie. C'est une valeur aussi culturelle qui est appréciée en Asie. Appréciée en Asie, l'harmonie sociale. Et c'est une valeur aussi qui est beaucoup influencée par le confucianisme. C'est-à-dire, on va essayer de... Déjà, l'harmonie sociale, on prend en fait l'intérêt du groupe qui prime plus sur l'intérêt individuel. Dans l'entreprise, on parle beaucoup des projets collectifs. Là, vous voyez bien, dans une réunion, par exemple, un manager ne va pas forcément juste complimenter une personne. Non, souvent, c'est le travail d'équipe qui va être félicité. Donc, l'harmonie sociale, c'est important. Ensuite, vous voyez ça, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui est important? Organisation, rigueur? Non. Suivi du temps, respect du temps, ponctualité, notion du temps, vision du temps. Bravo, Olivia et Justine, tout à fait ça. C'est plutôt ça, ouais, tout à fait. Le rapport au temps. Le rapport au temps dans les pays asiatiques, c'est vraiment très, très, très important à comprendre. Je parle aussi, je vais au Japon, c'est clair que une valeur culturelle très forte au Japon, c'est lié au respect. Le temps des autres, le temps de soi, c'est le respect. Donc, il faut vachement être toujours à l'avance, parce que dans la culture japonaise, être à l'heure, c'est être à l'avance. Mais quand on voyage un tout petit peu, on va dans d'autres pays asiatiques, dans d'autres contextes, on se dit que bon, c'est pas vraiment le même rapport au temps. Plus flexible ou plus souple, ça dépend des environnements, ça dépend des pays, ça dépend des gens, même en France, hein. Mais il y a quand même des dominances culturelles.
on voit quand même que dans la plupart des pays asiatiques, sauf le Japon, je dis sauf le Japon, le rapport au temps, il est plutôt flexible, avec un regard nuancé. Plutôt flexible, c'est-à-dire que les derniers changements des dernières minutes, si c'est justifié, eh ben, c'est tolérable. Chose qui n'est pas dans certains pays ou cultures avec un rapport de temps plus strict, comme la culture allemande, qui lie le temps en fait à une valeur professionnelle aussi. En Suisse, vous voyez bien qu'il y a aussi cette valeur-là, vous voyez, puis ça dépend des gens. Par contre, ça ne veut pas dire qu'en Asie, sauf le Japon, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas du tout le temps. Au contraire, on s'adapte par rapport en fait au contexte. Si jamais je sais que voilà, demain, j'ai une réunion avec Codir à 14 heures, mais à 13h25, je suis déjà là. Je prends vachement à l'avance. Parce que derrière, il y a aussi une valeur hiérarchique, valeur respect. Vous voyez? Donc c'est vraiment quelque chose à comprendre. C'est pour ça, vous, les expatriés, si vous appliquez le même rapport au temps en France, appliqué dans votre pays de destination, attention, il peut y avoir voilà, des malentendus, des frustrations. Le troisième, un, deux, ouais, quatre, le septième, quand vous voyez ça, vous pensez à quoi? On a déjà dit. Hiérarchie, Jim. Ouais, Olivia, ouais. La hiérarchie. La hiérarchie, encore une fois, bien sûr, ça dépend de la culture d'entreprise. On peut avoir des cultures d'entreprise en France, pourtant la France est connue pour une certaine hiérarchie, et pourtant on pourra avoir des managers qui adoptent un management plus oriental. Mais c'est plutôt rare. En France, c'est quand même plutôt vertical. Puis en France, c'est mal vu. Tu peux pas parler à N+3 en bypassant N+2 et N+1. C'est très mal vu. Ça, c'est un code culturel que les étrangers doivent savoir. Et ben, dans les pays asiatiques, dans les cultures, dans les entreprises, vous devez aussi observer ça. Parce que dans la culture asiatique, il n'y a pas que la hiérarchie visible. Si vous voyez votre boss, oui, bah, c'est hiérarchique. Mais il y a aussi de la hiérarchie, ce que j'appelle invisible. Qui sont, selon vous, constituent la hiérarchie invisible dans la culture asiatique? Je vous laisse noter dans le chat. Famille, anciens, les personnes plus âgées, Thomas, liées à l'âge, famille, tout à fait. Bravo. Eh ben, tout ça, ça fait partie de la hiérarchie invisible, hein. Est-ce que ça fait partie de la famille au sens large, ou même en fait des connaissances? Est-ce que ce sont des seniors? Non seulement ils ont une ancienneté importante dans l'entreprise, mais aussi ils sont plus âgés. Parce que n'oublie pas, hein, dans le confucianisme, le respect des aînés est important. Ok? Donc vous, là, vous venez d'arriver dans votre entreprise, vous dites, oh là là, le process, là, ça fait un mois, le process, ça va pas du tout. Eh ben, est-ce que vous allez prendre vos nouvelles idées, vous allez voir tout de suite le boss pour lui critiquer que le nouveau process, le process, il va pas du tout? Est-ce que vous faites ça? Non, vous faites pas ça. L'approche sera, qui passe beaucoup mieux, ce sera quoi comme approche? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Ne soyez pas timide, on est bienveillant. Thomas, est-ce que tu as une idée? C'est quoi l'approche? T'as des idées pour le nouveau process là? Ça fait un mois que tu viens d'arriver. Tu veux vraiment soumettre cette idée de nouvel process. Tu fais quoi? On peut demander à un père, Oui. via Déjà, quelqu'un de ouais, plus ancien, quelqu'un de plus expérimenté qui du coup pourra faire passer les messages plus facilement. exactement. Et ça m'a fait penser à l'approche Ringi, je Ringi, crois, ouais, au Japon, au ouais, dans la Japon. culture japonaise. Tout à fait, ouais. C'est très très bien, bravo. Passer par un tiers de confiance. Et oui, et ben la personne senior, c'est un tiers. Ça peut être une personne qui devient une personne de tierce confiance, tierce de confiance. Donc, parler à une personne senior sans tout de suite il faut pas pointer du doigt sur ah, votre process, il ne va pas du tout. Moi, je viens d'arriver, oh là là, mais pour qui je prends, n'est-ce pas? Pour qui je prends? Par contre, l'approche vraiment la plus pertinente sera déjà
de prendre un peu la température, de demander comment vous faites. Voilà, je suis curieuse d'en savoir plus parce que ça m'aidera beaucoup dans mon travail. De se montrer curieux, mais curieux sincère, pas curieux pour pointer du doigt, hein. C'est deux choses différentes. Et surtout déjà après, prendre un peu de température pour injecter votre idée de manière implicite, mais respectueuse. Et au fur et à mesure, de se dire que voilà, quand vous avez pris la température de plein de monde, surtout des personnes seniors, c'est là que vous allez vous appuyer sur eux, c'est eux-mêmes ensemble, en groupe, on propose les idées. Faut pas que les gens pensent que voilà, vous êtes un nouveau, vous voulez tout changer et vous respectez pas en fait les personnes déjà sur place depuis 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait la subtilité asiatique, mais qui peut être très 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 efficace. Est-ce que le statut hiérarchique prévaut sur l'âge? Par exemple, un manager peut être plus jeune que ses collaborateurs, mais tout de même respecté. C'est une très bonne question. Très très bonne. Je vais vous dire un truc. C'est que même en France, j'ai déjà rencontré des managers qui sont en fait un jour qui managent leurs collègues, qui sont plus jeunes. C'est un exercice délicat. C'est un exercice délicat, même en France. Et ben vous pouvez dire que en Asie, c'est encore plus délicat. C'est encore plus délicat, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que c'est délicat. Donc, il va falloir justement, dans cet exercice-là, il va falloir justement vachement dans la co-construction. Parce que sinon, les autres pensent que, voilà, déjà, vous êtes plus jeune, ils pensent que vous êtes, euh, je sais pas, il y a certaines personnes, s'ils pensent que, voilà, vous n'êtes pas mérité, par exemple, et bah là, en fait, vous aurez plus de barrières, c'est sûr, mais c'est un exercice délicat. Ok. Donc oui, ça peut se faire, Thomas. J'ai déjà, en fait, des personnes qui sont dans ces cas. Mais je suis aussi conscient pour eux que c'est plus difficile. Mais c'est pas impossible. Ok. Et c'est là où le relationnel, où un juste équilibre entre l'autorité versus relationnel versus co-construction euh, joue un rôle considérable. D'être dans l'écoute, en fait. Vous voyez? J'imagine que les rapports d'étonnement ne sont pas très courants sur place. Alors, nous n'avons pas cet concept de rapport d'étonnement. J'ai appris ça en France. C'est pour ça que je vous ai dit, tenir votre propre journal de bord. OK? Bravo pour vos questions, sont très, très pertinentes. Ça va? Tout le monde est encore là? Ça va? Je vous ennuie pas? Merci, vous êtes adorable. Eh ben, on va faire le dernier, hein, valeur, hein. C'est quoi ça? Mhm. Allez-y. Spiritualité pour Olivia, Sandrine. Religion, respect, respect des religions, religion, eh oui. Ça, on peut pas être plus explicite, hein. La spiritualité, c'est important pour beaucoup de pays asiatiques. Ça dépend des personnes, forcément, n'est-ce pas? Mais la notion de laïcité n'est pas la même. On n'a même pas le mot de laïcité dans notre répertoire, dans notre vocabulaire. Donc, vous allez voir dans votre pays, il faut observer les gens. Il faut toujours montrer respectueux. Par exemple, quand vous rentrez dans les temples asiatiques, faut pas en fait porter des vêtements trop courts qui laissent en fait là par exemple une jupe là. Non, 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 ça se fait pas. Faut laisser en fait les chaussures dehors. Et puis il faut se montrer respectueux parce que vous allez voir que dans beaucoup de pays asiatiques, les religions vivent ensemble, cohabitent, en tout cas essayent d'être dans une harmonie. La pratique religieuse dans beaucoup de pays asiatiques sont tolérées même en public. C'est-à-dire on le voit beaucoup plus explicite et tolérable entre guillemets qu'en France. En France, la laïcité, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. En Asie, c'est beaucoup plus visible. Les gens fêtent même des fêtes hein, d'une région à l'autre, d'une religion à l'autre, et voilà, on essaye de rendre ça joyeux et respectueux. Donc, faut vraiment faire très attention à ça. Euh, Ça a toujours choqué mes amis francophones quand j'ai dit que mon ancienne carte d'identité vietnamienne, c'est marqué religion, deux points, athée, pour moi, hein. C'est-à-dire que la religion d'une personne hein, au Vietnam, c'est marqué sur une carte d'identité. C'est pas tabou.
C'est même en fait un motif pour certaines personnes, certaines personnes, d'un icebreaker. OK? Mais bon, vous êtes les expatriés, faut pas, voilà, faut prendre toujours les choses avec prudence, mais respectez ça, en fait. OK? C'est pas tabou du tout parce que ça fait partie intégrante, la spiritualité dans la vie des gens. Ça peut être le bouddhisme, ça peut être, au Japon, c'est le shintoïsme, l'hindouisme en Inde, en Chine, le bouddhisme, le taoïsme, etc. OK? Donc cette diversité religieuse, il faut prendre en compte. Et je vois un grand sourire de Thomas. Un icebreaker religion, c'est pas mal, j'avoue. Oui, pour certaines personnes. Mais ça se discute. Moi, j'ai déjà discuté de ça avec mes amis. Égalité entre les sexes ou spécificité. Alors, c'est toujours un grand combat dans le monde entier sur l'égalité homme-femme. Et ça se varie beaucoup dans les cultures. Et selon là où vous en êtes, dans votre entreprise, il faut toujours bien observer ça. Observer ça et surtout, en fait, voilà, vous aussi, vous jouez un rôle dans ça. Imaginons, je prends un exemple. L'autre jour, j'accompagne une équipe. Donc, c'est une équipe ingénieur, que des ingénieurs, avec une indienne dedans. Cette indienne, elle a plein d'idées. Sauf que elle est intimidée parce que toute son équipe, c'est que des hommes. Et donc, elle n'ose pas prendre la parole. Et le manager, voyant ça, voulait la forcer à prendre la parole. Mais c'est pas une bonne méthode, n'est-ce pas? Faut jamais forcer les gens. Par contre, nous, en tant que collègues, qu'est-ce qu'on pourra faire? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat pour cet exemple? Qu'est-ce qu'on pourra faire pour que ce soit plus équitable? Hein. Et on a tous un rôle à jouer, à tout instant, quel que soit le contexte, en Asie ou en France. Lui donner un espace de parole, tout à fait. Parler avec elle en aparté, la citer en réunion. Très bien comme idée. Quoi d'autre? La valoriser, c'est important. Tout à fait. Elle n'ose pas prendre la parole, mais elle a plein d'idées. Qu'est-ce qu'on pourra faire en amont? Ou même pendant? On pourra organiser des brainstorming qui sont comment? Avec les outils aujourd'hui, hein? Ouais, exactement. Ça peut être des brainstorming asynchrones ou des brainstorming anonymes. Aujourd'hui, avec plein d'outils, on pourra le faire. Vous voyez? Exactement. C'est une question aussi de phase derrière. Il y a beaucoup de personnes, vous allez voir en Asie, dans le travail d'équipe, dans le brainstorming, certaines personnes ne prennent pas la parole, alors qu'ils ont plein de choses à dire. Soit parce qu'il y a le boss ou la hiérarchie invisible à l'intérieur, soit derrière, ils ont peur que leurs idées soient mises en cause. Nous, en tant que facilitateurs, par exemple, ou vous, en tant que collègue, vous pouvez faire ou proposer des choses pour que toutes ces voix soient entendues. Ok? Moi, je compte sur vous. Pour un monde plus égalitaire. Et sinon, merci Jim pour la question. Ouais, c'est très important. Allez, on va finir avec 8 tips pour vous aider à réussir votre intégration professionnelle en Asie. Premier tips, c'est qu'il faut faire attention au non-verbal. En Occident, voilà, en Europe, en France, on fait beaucoup attention au verbal, bien sûr, c'est très important. Mais aussi, il faut, en Asie, être encore plus attentif au non-verbal. Une hésitation, un silence prolongé peut dire beaucoup de choses. Ou juste un espace de réflexion d'ailleurs. Un sourire hésitant, un regard évasif. Dans beaucoup de cultures asiatiques, regarder quelqu'un dans les yeux de manière permanente, comme ça, bah, c'est pas évident. On n'est pas éduqué comme ça. Moi, j'ai pris des années et des années à apprendre. Chose que pour vous, c'est de l'évidence. Donc c'est pour ça qu'avant de juger, de dire que, ah là là, elle ne m'a pas regardé. Oh, il ne m'a pas regardé, il ne me respecte pas. Bah non. Faut s'ouvrir, en fait, pour aller dans d'autres cadres de référence. Il faut toujours demander une reformulation en cas de non-compréhension. Parce que en international, c'est une règle phare. Donc, si j'ai bien compris, est-ce que c'est blablabla. Donc, tant que vous n'avez pas cette confirmation, un oui peut ne pas être un oui. Et ça, Thomas, il sourit. Est-ce que Thomas, tu veux partager un truc avec cet oui qui n'est pas un oui? Oui, bah, c'est peut-être le cas d'autres personnes ici, mais j'ai pas mal travaillé avec des Indiens
Et c'est vrai que quand ils disent oui, des Mhm. fois, ils n'ont même pas compris de quoi on parlait. Et donc, il faut bien effectivement faire reformuler, dire OK, est-ce qu'on peut reformuler, bien dire à l'écrit aussi, parce que juste un oui tout court, ça peut être vraiment, ouais, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, C'est ça juste n'a pas un signe pour forcément dire que oui, j'entends en fait. de Ça, c'est le valeur. oui dans beaucoup de pays Ouais, asiatiques, c'est juste c'est oui, j'entends. Et ça, c'est un début. ça étonne. Ouais. Ça étonne beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux. Exactement, Olivia, et c'est ce que je vais venir. Bravo à toi. Question ouverte, toujours. Ok, merci Thomas pour le partage. Donc, utilisez des formules de politesse adaptées. Faites attention à préserver la face de l'autre. Ne pas, par exemple, pointer de l'erreur devant le public. Les feedbacks doivent toujours être en privé. Ça, une règle d'or en international. À l'international, feedback privé. D'ailleurs, dans toutes les... Voilà. Il faut reformuler plutôt que contredire. Au lieu de dire non, là, tu te trompes, là. Hein, ça, c'est très, très franco-français. En tout cas, beaucoup de gens me disent ça. Ah bah non, on dit, ah, peut-être qu'on pourrait essayer cette nouvelle approche. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez? Comme ça, l'autre, il a le sentiment voilà, qu'il est pris en compte. C'est ça, en fait, l'art, tout en restant clair, et subtil et diplomatique. Ok. Être attentif à un temps d'expression équitable. Ça, on vient de dire là avec vos remarques. Il faut être attentif aussi au silence. Il faut laisser le silence. Il faut réapprendre à être à l'aise avec le silence. Parce que le silence dans la culture asiatique, c'est pas le dysfonctionnement. Au contraire, c'est un espace. Donc saisissons-le. Donc questions ouvertes, poser des questions ouvertes, faire preuve de curiosité sincère, comme tu disais Olivia, très bien. Prends le temps de construire les relations, parce que ça prend du temps, hein, construire les relations. N'oublie pas la valeur sur le réseau relationnel. Il faut être, voilà, de manière sincère et pas juste transactionnelle. J'utilise ce mot peut-être un peu fort pour certains, mais j'ai observé quand même une pattern, euh, une erreur que beaucoup de personnes commettent en appliquant le modèle dans certaines cultures. Ça marche pas en Asie. Ça marche pas en Asie parce que le jour où vous dites comment ça va à quelqu'un, si c'est juste pour lui demander un truc derrière, ça passe pas. Et je vais vous dire tout de suite. Ok. Il faut démontrer sa fiabilité par la cohérence. Pourquoi beaucoup de personnes, vous allez voir en Asie, on n'est pas forcément dans l'écriture. Le rapport à l'écriture, il est différent par rapport en Europe. Parce que pour nous, une parole donnée, c'est déjà l'honneur. C'est déjà notre face qui est mise en cause. Enfin, qui est présentée, quoi, mise en jeu. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que si vous appliquez la méthode occidentale, vous dites, oui, faites-moi un rapport, voilà, un compte-rendu, tout ça, explicitez votre intention. Dites-vous que voilà, comme ça, tout le monde est sur le même niveau d'info. Juste ça. Mais sinon, certaines personnes peuvent prendre mal, peuvent penser que vous ne leur faites pas confiance. Oui, mais je viens de t'appeler il y a 10 minutes, on a déjà s'est mis d'accord sur ça. Pourquoi tu veux que je t'envoie encore un compte-rendu? Les choses qu'en France, qu'on trouve que c'est évident, eh ben, de l'autre côté, pas forcément. Est-ce que vous avez des questions? Je vous vois très studieux. Non, pas de questions. Ça passe tellement vite le temps, je ne vois pas le temps passer. Est-ce que vous voyez le temps passer? Très instructif, merci. Merci à toi. André, non, tu ne vois pas le temps passer. C'est plutôt un bon signe. Tout est clair, merci Thomas. Je vais appliquer autour de moi beaucoup de choses dont tu as parlé. Merci Jim. C'est super. C'est passé très vite, merci. Hyper intéressant, merci. Vous êtes vraiment trop, trop gentil là. Donc je vois que le temps passe très vite, donc je suis désolée, j'ai pas le temps pour faire la troisième partie. Donc je suis désolée. Je vais conclure parce que ça va trop vite, le temps.
Donc Vincent, il a déjà fait son témoignage, donc je vais vous faire très rapidement mon approche de Happy Expat. C'est une approche unique et holistique que j'ai conçue moi-même de par mes plus de 20 ans d'expatriation, hein. Euh, Mon approche, c'est que je prends en compte votre personne. Je vous apprends les codes, mais je vous demande pas de changer, de renier à qui vous êtes. C'est ça mon approche. Donc, il y a des codes culturels professionnels que je vous partage. Je prends en compte vos forces, on travaille sur vos forces, vos talents, vos compétences pour pouvoir réussir votre changement de vie. On travaille sur votre identité personnelle et culturelle comme un atout stratégique, de se dire que oui, voilà, c'est ton identité. Comment, cet environnement-là, on pourra la mettre en valeur? Et à quoi tu dois faire attention? Par exemple, l'approche frontale, entre guillemets, à la française de certains, eh ben, ça passe pas en Asie. Et moi, je vous partage tout ça pour que vous puissiez, en fait, éviter toutes ces erreurs qui vous coûtent en énergie, en temps et même en relation. Et ensemble, on va bâtir une stratégie d'intégration personnalisée et construire votre projet, quelle que soit votre situation. Si vous êtes conjoint suiveur, si vous êtes salarié, vous êtes manager, manager une équipe internationale, il faut adapter son approche managériale. Et puis, il y a une communauté d'entraide sur WhatsApp. On est là avec vous, suivi 100 jours sur 7. Il y a un suivi sur place une fois que vous arrivez sur place et que vous prenez votre Mac. On fait des séances de suivi. Donc, tout ça en 4 phases, 8 semaines de travail ensemble. Vous allez voir, ça va passer très vite, comme avec Vincent. On travaille sur vos objectifs. Vous allez me dire vos objectifs. On va identifier ce qui compte pour vous, quelles sont vos valeurs, vos intentions pour votre expatriation, vos priorités personnelles et professionnelles, parce que si on expatrie en famille, c'est pas pareil, pas les mêmes priorités que expatrier solo ou en couple, par exemple. Je vous donnerai accès à une plateforme digitale où vous allez pouvoir répondre à une trentaine de questions, ressortir votre profil culturel et pouvoir, en fait, voir les gaps, entre guillemets, avec la culture d'accueil. Bien sûr, ça, c'est pas prendre à la lettre, mais ça donne une certaine idée sur les pièges qu'il faut éviter et sur ce que vous pouvez, comment dire, valoriser. OK? Je vous aiderai à trouver votre place, à explorer vos forces, vos talents, vos compétences avec une approche narrative de l'arbre de vie. Et puis, on va travailler ensemble pour construire votre plan Happy Expat et puis un bilan. Donc, tout ça en 8 semaines avant votre départ, quand vous voulez. OK? Et vous aurez aussi un carnet que j'ai créé moi-même et puis suivi WhatsApp avec moi 5 jours sur 7. Voilà. Et pour aujourd'hui, pour la masterclass, vous aurez un appel de consultation avec moi si vous souhaitez. Je vous mettrai le lien juste après. Et puis, remise de 10%, ça c'est vraiment une offre limitée à 5 personnes. Euh, Vous pouvez prendre soit l'approche exploration, donc la formule exploration, ça contient 6 séances d'accompagnement avec moi, accès à l'espace de travail, aux outils stratégiques, positionnement culturel, donc la plateforme de décodage culturel pendant 3 mois, et puis suivi WhatsApp. Et si vous prenez la formule décollage, ça inclut tout ce qui est dans exploration. Vous avez 2 séances de suivi d'1 heure avec moi, comme avec Vincent là qui part bientôt. Relecture de votre CV, conseils pour optimiser votre profil LinkedIn. Et le coaching peut aussi se faire en bilingue, anglais-français, pour vous aider à vous familiariser avec votre environnement futur. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez bien sûr payer plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Trop bien. Est-ce que vous sentez comment là, à la fin, là, pour votre expatriation pour la suite? Est-ce que vous voulez un truc en fait à partager? Moi, j'ai peut-être juste une question, parce que je me demande justement, d'après toi, au bout de combien de temps on se sent à l'aise justement et on commence à prendre ses marques? Parce que c'est vrai qu'au début, quand on arrive dans un nouveau pays, on est aussi un peu fatigué de tous ces changements. Et au bout de combien de temps, d'après toi, on commence à rentrer un peu plus dans une zone de croisière qui nous amène à envisager les choses, à reprendre un peu plus nos pouvoir d'agir? Ouais, très très bonne question. Il y a pas une recette universelle pour ça, pour répondre à cette question, parce que ça dépend des gens. Ça dépend de comment vous avez travaillé en préparation en amont.
comment vous avez anticipé aussi les choses et aussi votre capacité aussi à être ouvert au changement. C'est pour ça que c'est difficile de te dire un mois, un nombre de mois exact, mais disons que si vous appliquez mes conseils et si on travaille ensemble en amont, je vous garantis que je vais vous faire gagner 3 fois, en tout cas vous allez vous intégrer 3 fois plus vite et derrière il y aura plein d'opportunités. Ça, c'est sûr. Donc, ça veut dire que je vais vous faire gagner des mois et des mois de perte de repères, tout ça. Et même, en fait, je vous gagne aussi pas juste en énergie, en temps, parce que tout ça, oui, c'est clair, mais peut-être aussi épargner certaines larmes. Je dis ça parce que j'ai pleuré beaucoup en France, parce que j'ai pas eu tout ça. Et j'ai pleuré, parce que je suis quelqu'un sensible, en plus. Donc, oui, j'ai pleuré pas mal de choses, parce que j'ai pas eu tous ces codes, j'ai pas eu cet accompagnement. Donc, si on est accompagné, on est préparé, ça peut aller globalement vite. Désolée, j'ai pas une réponse universelle à te donner. Non, Mais mais oui, c'est bien, merci. si on est accompagné, c'est voilà, 2, 3 mois, si on est accompagné, c'est sûr que oui, c'est quand même extrêmement, ouais, extrêmement important. Puis c'est un grand changement de vie, hein. C'est très très grand changement de vie. C'est clair que si vous partez en expatriation en Asie, en Allemagne ou en Italie, oui, c'est expatrié, mais c'est quand même culture européenne. Il y a quand même des choses qui se ressemblent. Là, on part en Asie, c'est un autre continent avec ses propres codes. Et les choses que vous pensez que oh, c'est pas grave, ah bah si, là-bas c'est grave et vice-versa. Vous voyez, c'est des choses, des gens qui m'ont dit, mais je croyais que c'était banal. Je dis non, c'est pas banal. C'est voilà, c'est vrai, c'est 2 continents différents. Moi-même, au bout de 12 ans en France, et j'ai vécu quand même plus de 20 ans entre les deux, quand je suis retournée en France, oui, quand même à chaque retour, je prends quand même une petite claque, hein. Donc, il me faut 2, 3 semaines déjà de réadaptation en retour. Donc là, pour vous dire que même moi, quelqu'un qui est un parcours international, imaginez que si quelqu'un qui n'a pas confronté à ça, bah, ce sera encore beaucoup plus dur. Hein, mais c'est pas grave, il faut juste être conscient de ça. Vous êtes conscient, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Et dites-vous que voilà, il y a toujours un moyen pour pouvoir réussir, et heureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou si tout va bien pour vous, est-ce que vous pouvez terminer cette masterclass avec un mot qui résonne pour vous depuis ces 2 heures, enfin 1h30, un mot, vous pouvez mettre dans le chat. Ouverture, Thomas, merci Thomas. Merci pour ta participation aussi, hein. Richesse, bienveillance, merci. Curiosité, découverte, super. C'est que les mots qui vont vous accompagner là pour votre expatriation avec tout ça. Partage, enrichissement, curiosité x2. Ah bah, c'est super si ça doubler ta curiosité déjà existante, Olivia. Trop bien. Bah, gardons ça, gardons tous ces mots avec vous. C'est déjà une première base pour votre expatriation. Et voilà, pour celles et ceux qui vont partir, je vous souhaite plein de belles choses. C'est une aventure transformatrice, j'aimerais dire. J'utilise ce mot-là. C'est transformatrice, vraiment. Une expérience transformatrice. Donc voilà.